Bonjour à toutes et à tous, goeiedag aan iedereen. Bienvenue pour ce DocMoment virtuel. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser à vous au nom du conseil d'administration. J'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé, que vous n'avez pas trop souffert de la situation et encore moins du virus. Nous avons vécu des mois difficiles, angoissants. La BD-BVD n'a pas pu évidemment vous proposer les événements qu'elle avait prévus, ni DocMoment, ni l'Inforum. Nous les reprogrammerons, bien entendu, nous espérons être en mesure de vous les reproposer dès septembre et dans les mois qui suivent avec les sujets qui étaient annoncés vont bien entendu rester. En attendant, vous avez pu quand même recevoir les cahiers de la documentation. Nous avons continué à travailler également sur le prix BD-BVD et à préparer la suite, dont les assemblées générales que nous avons dû également reporter. Et là, on verra un petit peu quand on pourra vous les reproposer, puisque nous avons là des délais légaux à respecter. Alors, comme nous ne pouvons toujours pas vous proposer un DocMoment classique avec du public dans une salle, un orateur, vous pouvez interpeller, poser des questions, les rencontrer, etc. Nous avons décidé de vous proposer un DocMoment en vidéo. C'est une première pour nous, c'est une première pour moi aussi. Donc je vais moi-même vous la proposer avec un sujet qui est Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, la base de données de photos, de médias, une médiathèque, comme on dit, qui est enrichie par un grand nombre de personnes, dont peut-être vous, peut-être que vous serez amené plus tard à le faire, à enrichir cette base de données avec des nouveaux médias, avec des descriptifs, avec toute une série d'informations qu'il y a sur Wikimedia Commons. Et vous pourriez également être amené à aller chercher des photos et à essayer de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on peut trouver la photo de telle chose et pas de telle autre. Donc c'est tout cela que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Ça complétera l'article que j'ai écrit pour les cahiers de la documentation qui paraîtra dans le prochain numéro, donc le numéro de juin. Il y a eu bien entendu des choses qu'on peut moins facilement montrer dans un article et que je vais pouvoir vous montrer en vidéo. Et aussi, je voulais pouvoir vous montrer aussi l'étendue, la richesse de Wikimedia Commons. Voilà, donc je vais vous montrer tout cela. Alors, qu'est-ce que Wikimedia Commons? Je vais commencer par vous donner un nombre. Wikimedia Commons a actuellement plus de 62 millions de médias librement réutilisables. Et ce nombre croît sans cesse. Cet ensemble de médias est au cœur même de la galaxie des projets de la Wikimedia Foundation, dont vous avez certainement déjà entendu parler, pour Wikipédia. Wikimedia Commons centralise la plupart des médias que vous trouverez dans Wikipédia, mais aussi dans les autres projets, comme par exemple Wikivoyage, Wikinews, Wikispecies, et ça vaut pour toutes les versions linguistiques de ces sites. Si je parle de médias et non d'images, c'est parce que Wikimedia Commons ne propose pas uniquement des images. Même si une majorité de ces médias sont bel et bien des images, et que je vais surtout vous parler d'images, il n'y a pas que ça. Alors, quel type de médias peuvent s'y trouver? Des photos, bien sûr. Des belles, des moins belles, des actuelles, des plus anciennes. On y trouve aussi des cartes géographiques, comme celles que vous pouvez voir ici. Les cartes sont bien sûr importantes pour situer une ville, un pays, mais aussi pour montrer, par exemple, la densité de population, le nombre de victimes du Covid-19, et tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse être représenté sur une carte. Il y a des cartes du monde, des continents, des pays, des villes, même parfois des plans de quartier. Commons est très riche à ce niveau-là. Il existe aussi des infographies, comme par exemple la répartition en sièges lors des élections ou des graphiques comme celui-ci qui reprend l'évolution du nombre de nouveaux cas
de Covid en Belgique. Plus rare, il y a aussi des schémas animés en 3 dimensions, comme le cœur qui bat, que vous voyez en haut à droite. L'art, par contre, est très répandu. Vous trouverez de nombreuses photos, notamment de tableaux. On parlera des droits sur les œuvres un peu plus tard. Vous trouverez aussi du son, comme celui-ci. Quand un massacre chimique se produit, quand le monde en est informé, quand les preuves sont livrées, quand les coupables sont connus, alors il doit y avoir une réponse. Cette réponse, elle est attendue de la communauté internationale. Et nous nous retrouvons. Vous aurez certainement reconnu la voix de François Hollande. Il est évident que vous ne trouverez pas un sketch de Guy Bedos ou une chanson de Beyoncé, mais vous pouvez trouver quelques discours, des hymnes nationaux, des extraits de musique classique. Vous ne pouvez pas vous en faire une playlist, n'empêche, pour écouter dans le train, ça malheureusement, c'est pas tout à fait le but de Wikimedia Commons. Enfin, quelques vidéos sont disponibles, je vous en montre une. Il s'agit de l'Homogang à Bruxelles. La vidéo peut sembler un peu saccadée, mais ce n'est pas dû à la vidéo même sur Wikimedia Commons, mais au mode de capture qui a été utilisé pour faire cette présentation. Encore une fois, ne vous attendez pas à trouver un documentaire, un concert ou un film, mais ce sont des vidéos que vous pouvez librement réutiliser. La réutilisation, justement, qu'entend-on par librement réutilisable? Pour qu'un média puisse être dans Wikimedia Commons, il faut qu'il puisse être diffusé, ou publié si vous préférez, transformé et ensuite diffusé, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens, et même utilisé à des fins commerciales, sans devoir demander spécifiquement l'autorisation de l'auteur ou des ayants droit. Je rappelle en 2 mots le principe du droit d'auteur. Toute œuvre de l'esprit, un texte, un dessin, une photo, une peinture, etc., ne peut être diffusée qu'avec l'accord de l'auteur ou de l'ayant droit, qui en a les droits exclusifs, et qui peut demander une compensation financière pour cela. Le droit d'auteur dans la plupart des pays s'étale sur toute la vie de l'auteur et encore 70 ans après sa mort. L'œuvre passe ensuite dans le domaine public. Ici, l'auteur du média va directement vous dire « Vous pouvez utiliser mon œuvre à telle et telle condition ». On passe donc du tout droit réservé à certains droits réservés. Bien entendu, certaines œuvres trouvables dans Wikimedia Commons sont dans le domaine public, c'est-à-dire que leur auteur, par exemple un photographe, est déjà mort depuis plus de 70 ans. Donc des photos qui ont été prises, par exemple, par un photographe qui est mort avant 1950, peuvent être mises dans Wikimedia Commons. Pour les autres, cette autorisation prend la forme d'une licence. Et Wikimedia Commons utilise des licences Creative Commons. Attention, pas toutes, il faut respecter les conditions que je vous ai énumérées. Cela signifie que l'auteur d'un média peut téléverser son œuvre sur Wikimedia Commons sous plusieurs licences. La licence CC0 signifie qu'il ne demande rien. C'est comme si l'œuvre était dans le domaine public. Il peut choisir la licence aussi attribution, abrégée par BY ou BY, où il demande simplement qu'on mentionne son nom en cas de réutilisation. Il peut enfin choisir la licence attribution partage dans les mêmes conditions, en abrégé BYSA, qui demande également que si une personne transforme une œuvre, cette personne doit diffuser l'œuvre dérivée sous la même licence. Autrement dit, vous publiez une photo du pape, sous la licence BYSA, quelqu'un l'utilise, change les couleurs, en fait une œuvre psychédélique, il ne pourra la publier que sous licence libre.
Grâce à ces licences, vous pouvez donc utiliser ces médias même en dehors des projets Wikimedia, même pour des raisons commerciales. Vous pouvez donc utiliser les images trouvées sur Wikimedia Commons sur un site web, dans un livre, dans une revue, dans une présentation, dans un cours, sur les réseaux sociaux, ou même en faire des t-shirts souvenirs si vous en avez envie. Attention, cependant, ce n'est pas parce que vous avez pris une photo que vous pouvez vous-même définir les droits que vous donnez sur cette photo. Tout dépend de ce qui est représenté aussi sur la photo. Si c'est une œuvre, le droit d'auteur s'applique aussi à l'œuvre photographiée. Si c'est une personne, il existe bien entendu un droit à l'image. Je m'explique. Sur les photos que vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de problème de droit d'auteur autre que celui qu'on applique à l'image elle-même. La nature, les animaux, des coraux, il n'y a pas de droit d'auteur pour ce type de photographie. Pas plus que pour du matériel, pour faire un masque ou pour une ampoule électrique. Quant au bâtiment de la place de Brouquet, il pourrait être soumis au droit d'auteur de l'architecte, mais il s'agit d'un ensemble et ce n'est pas une photographie d'une œuvre même. Là où ça se corse, évidemment, c'est si vous avez des photos de personnes. La loi est différente dans chaque pays. Généralement, une personne peut être photographiée dans un endroit public. Les photos de personnalités publiques sont généralement acceptées par Wikimedia Commons quand elles ont été prises dans l'exercice de leur métier et qu'elles montrent clairement qu'elles ont posé pour la photo. Ici, on voit la plupart des personnalités exercent leur métier ou un aspect de leur métier sur ces photos. Un chanteur sur scène, un homme politique en meeting, un écrivain lors d'une séance de dédicace, 2 actrices lors de festivals, 3 comédiens sur scène, sur une scène de théâtre, ou le couple royal lors d'une sortie officielle. Seul Didier Bourdon est en rue, posant clairement pour la photo. Ça ne signifie pas que la photo ait du goût de la personnalité. La photo en haut à droite d'Alix Benezek ne lui plaisait pas. Elle trouvait qu'elle lui portait préjudice. Malgré les menaces de poursuite judiciaire et des demandes d'exclusion du contributeur qui avait placé la photo sur Wikipédia, la photo a été maintenue puisqu'elle est tout à fait légale. Ça peut évidemment pas être discutable. Pour les œuvres, celles-ci sont dans le domaine public puisque leurs auteurs, architectes, dessinateurs, sculpteurs, graveurs, sont décédés depuis plus de 70 ans. Par contre, ici, ces œuvres ne le sont pas, et pourtant, ces images sont bien dans Wikimedia Commons. Au centre, vous voyez un billet de 50 €. Alors, la Banque centrale européenne a autorisé la reproduction des images des billets en euros, mais pas des pièces de monnaie qui, elles, sont produites par les États. Par contre, aux États-Unis, la loi autorise la production d'images de pièces de monnaie. Toutes les autres photos sont reproduites grâce à une exception au droit d'auteur qui s'appelle la liberté de panorama. Cette exception permet de diffuser des images d'œuvres exposées dans l'espace public à certaines conditions. Ces conditions et le type d'œuvre concernée varient d'un pays à l'autre. Certains pays n'autorisent que les bâtiments et d'autres sont plus larges, comme la Belgique qui autorise également la reproduction des fresques murales, même si c'est Tintin et que la Fondation Moulinsart est très pointilleuse à ce niveau-là. Les associations Wikimedia se sont souvent battues pour cette liberté de panorama. Parfois avec succès, comme en Belgique, qui l'a introduite en 2016. Avant cela, aucune photo de l'atomium, par exemple, ne pouvait être diffusée sans autorisation. Dans d'autres pays, certains monuments, sculptures ou bâtiments restent absents de Wikimedia Commons et donc de Wikipédia ou de Wikivoyage pour des raisons légales. C'est le cas de la petite sirène de Copenhague, car la liberté de panorama au Danemark s'applique uniquement aux bâtiments. C'est le cas aussi de la Grande Arche de la Défense à Paris. En France, la liberté de panorama existe uniquement à des fins commerciales. C'est donc incompatible avec les critères de Wikimedia Commons. Wikimedia Commons a publié une carte, comme vous voyez là, qui reprend chaque pays avec
un résumé si la liberté de panorama existe dans ces pays, oui ou non, avec certaines restrictions. Elle a énormément de documentation sur le sujet, donc si vous deviez publier une photo d'une œuvre d'art récente qui est dans l'espace public, que vous hésitez, vous pouvez franchement aller voir dans Wikimedia Commons pour vérifier si vous pouvez le faire ou non. La plupart des photos qu'on trouve sur Wikimedia Commons sont des photos de particuliers. Ce sont aussi des photos qui ont été prises récemment. Quand je dis récemment, c'est ces 10-15 dernières années. Avec l'apparition de la photo numérique, on a pris de plus en plus de photos. Ça permet plus facilement de les partager, évidemment, sur Internet. Et donc, ça favorise des photos récentes. Pour les photos plus anciennes, elles doivent être numérisées. Et donc, ça signifie qu'il y a moins de possibilités d'ajouter des photos anciennes. Ici, ce sont toutes des photos du monde des arts à différentes époques, à différents moments, de jour, de nuit. Ou en bas à droite, c'est la destruction du quartier qui a fait place au monde des arts. Les photos à droite sont dues au fait qu'on a numérisé des photos anciennes. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait des personnes qui se chargent justement de numériser des choses plus anciennes pour qu'on puisse avoir une vue aussi du monde des arts tel qu'il était à la fin du 19e siècle, où je pense que la photo en haut doit dater des années 20 ou 30. C'est important évidemment quand ces photos sont utilisées dans une encyclopédie notamment. D'où l'importance des dons qui viennent de bibliothèques, qui viennent d'archives nationales ou régionales. Ici, vous voyez toutes des œuvres qui ont été données par des institutions. Vous voyez le Mundaneum avec une photo de Paul Otlet, vous voyez que les studios Harcourt ont donné des photos de stars, notamment de Simone Signoret. Vous voyez aussi les archives nationales néerlandaises, les archives fédérales allemandes qui ont donné des photos, ce qui nous permet d'avoir parfois des photos qui nous intéressent aussi, puisque les archives néerlandaises sont des photos de personnalités belges, notamment avec Paul-Henri Spaak, qui se trouve sur la photo ici. KBR a aussi donné toute une série de reproductions de gravures qui étaient dans ses collections, où le KMSKA à Anvers a aussi fait don d'œuvres, de copies d'œuvres qu'ils ont dans leur collection. Photo que je trouve intéressante aussi en bas à droite, qui a été offerte par la maison Horta, qui est, vous reconnaissez peut-être le lampadaire qui se trouve dans le hall du musée de la BD actuellement, mais cette photo date du moment où c'était encore un magasin. Alors je voulais m'adresser à vous pour vous faire passer un message. Vous travaillez peut-être dans un musée, dans une bibliothèque, dans un centre d'archives, dans une institution qui s'occupe du patrimoine. Et vous avez dans vos fonds un certain nombre de documents intéressants qui pourraient enrichir Wikimedia Commons parce que ce sont des gravures anciennes, des photographies anciennes qui montrent qu'ils ne sont pas à la portée de tous, que tout le monde ne peut pas les diffuser. Alors peut-être vous pourriez faire comme le Mundaneum, comme KBR, comme la Maison Horta, comme les archives fédérales allemandes, comme Harcourt, et diffuser ces photos librement sur Wikimedia Commons. Pour vous expliquer Wikimedia Commons concrètement, je vais importer des images dans Wikimedia Commons et vous montrer les différentes étapes et les différentes données qui accompagnent les photos que vous importez ou que les autres ont importées. On se trouve ici sur la page d'accueil de Wikimedia Commons.
creativecommons.wikimedia.org. Il y a bien sûr des liens sur les pages d'accueil des différents projets de la Wikimedia Foundation. Je vais, c'est logique, cliquer sur Import qui se trouve là. Vous trouverez aussi dans la colonne de gauche Importer un fichier, Save your MAM, j'importe. Vous trouvez alors sur l'assistant d'import. Vous avez sélectionné les fichiers multimédia à partager. C'est simple, on clique dessus. Et je vais télécharger deux photos que j'ai sélectionnées, qui sont deux photos de Trondheim en Norvège, que j'ai prises l'été dernier. Donc ces deux photos, on peut les importer directement ensemble. J'ouvre. Vous voyez qu'il télécharge les deux images, alors ça va plus ou moins vite si le fichier est plus ou moins lourd. Voilà, le premier est téléversé, le deuxième aussi. Vous voyez que je l'ai déjà renommé avec un nom qui correspond au sujet. Vous auriez pu laisser le nom que donne l'appareil photo, mais vous auriez dû à ce moment-là le renommer plus tard. Je continue. Il me demande, ce site vous demande de fournir les informations de droit d'auteur pour ces œuvres pour s'assurer que tout le monde puisse les réutiliser. Il demande si ces fichiers sont mon propre travail, si ces fichiers ne sont ou si ces fichiers ne sont pas mon propre travail, et de choisir une licence pour chaque fichier individuellement sur la page suivante. Alors ces fichiers sont de mon propre travail. Et là, il me met et puis il me met mon nom d'utilisateur, que je peux changer, comme vous voyez. Si j'ai envie de publier sous un autre nom, il ne faut pas se prendre évidemment pour un grand photographe et aller mettre Yann Arthus Bertrand à la place de votre nom, évidemment, mais bien entendu, vous pouvez, si vous avez un pseudo qui n'est pas très parlant et que vous avez envie de mettre votre vrai nom, vous pouvez le faire. Donc Guy Delceau, détenteur du droit d'auteur sur ses œuvres, accorde de façon irrévocable à quiconque le droit d'utiliser ses œuvres sous la licence Creative Commons, attribution, partage dans la même condition 4.0. C'est la licence qui est proposée par défaut, mais que je peux utiliser une autre licence si je le souhaite. Si je clique ici, il me propose bien les versions 3 et 4 de cette licence. Alors, ne cherchez pas vraiment les différences entre la version 3 et la version 4. C'est surtout des choses vraiment dans les détails du texte légal. Je peux aussi dire que je veux simplement la licence Creative Commons Attribution 4.0 de nouveau ou 3.0, ou je peux le transférer dans le domaine public, autrement dit en CC0, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je vais le laisser en Creative Commons Attribution, partage dans la même condition 4.0. Je vais juste vous montrer si ces fichiers ne sont pas mon propre travail, ce qui m'indique. Il me demande la source, il me demande l'auteur, il me demande pourquoi je suis certain que j'ai le droit de publier ces œuvres. Et donc là, vous avez différentes possibilités que je peux indiquer, y compris, je l'ai trouvé sur Internet, je ne suis pas sûr. Si vous cliquez, je crois que ces œuvres sont sous licence libre ou légalement dans le domaine public. Je comprends que si je n'ajoute pas les informations de licence nécessaires en temps opportun, ces fichiers pourront être supprimés. Je retourne puisque c'est bien mon propre travail. J'ai bien choisi ma licence. Je clique sur suivant. Là, on a une page pour décrire la photo que je viens d'importer. Alors cette photo, vous voyez, c'est une ruelle de la ville de Trondheim, en Norvège.
Et cette ruelle s'appelle Nedre Banklandet. Vous m'excuserez pour mon accent norvégien, j'espère qu'il n'y a pas de Norvégiens qui me regardent. C'est en tout cas comme ça que je le prononce. Je peux ajouter une légende. Alors par défaut, il me met que je peux ajouter une légende en français. Évidemment, si vous utilisez la version de Wikimedia Commons en anglais, en néerlandais, dans n'importe quelle langue, il va vous mettre une autre langue par défaut. Je peux remplir donc la légende. Alors, en français, je vais mettre c'est une ruelle de Trondheim en Norvège. Ensuite, il me demande une description. Alors, la différence entre légende et description, c'est pas très très clair. Légende, c'est quelque chose d'un champ qu'ils ont ajouté récemment. Je considère, moi personnellement, que la légende est en principe moins détaillée que la description. Donc, je vais noter ici que c'est la Nedre Banklandet, ruelle de Trondheim en Norvège. Avec ses maisons en bois, et ses cafés. Je vais même mettre ces maisons en bois colorées parce que c'est quand même typique. Si je veux ajouter une description dans une autre langue, je peux. Alors ici, je vais ajouter en anglais par exemple. Nedre Banklandet, Street in Trondheim, in Norway, with colored wooden houses and cafés. Par exemple. Mon anglais n'est pas parfait non plus, mais il est toujours meilleur que mon norvégien. Alors si j'avais voulu justement mettre une légende en norvégien, je peux. Je ne parle pas norvégien, donc je ne vais pas m'y risquer, mais j'aurais pu le faire. Même chose, je peux encore ajouter dans toutes les langues, en néerlandais, vous voyez, il me propose l'abkhaz, je parle encore moins que le norvégien, donc je vais éviter. Même chose pour la légende aussi, je peux ajouter une légende dans une autre langue, et je vais l'ajouter, pourquoi pas en néerlandais. Alors, les produits Wikimedia ont toujours une façon un peu particulière de présenter les langues, puisqu'on a les langues dans le monde entier, puis les langues en Amérique. Donc il faut parfois un petit peu chercher. Heureusement qu'il y a un outil de recherche. Voilà, Netherlands. Straat in Trondheim in Norwegian. Voilà, il me met la date, qui est d'office la date du fichier, qu'il a été récupéré dans les métadonnées de la photo, donc le 27 août 2019, avec l'heure également. Et puis les catégories. Alors il met que c'est facultatif, mais c'est très important, évidemment, les catégories, puisque ça vous permet de retrouver la photo, et c'est quand même le principe. Alors, je vous l'ai dit, c'est une ruelle de Trondheim et dans le quartier de Banklandet. Alors je vais déjà voir s'il y a Banklandet. Banklandet. Voilà.
C'est là que je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe que je peux corriger puisque j'ai mis un N de trop. Voilà, donc il a Banklandet. Je vais indiquer que ce sont des maisons en bois parce que c'est typique. Alors, toutes les catégories sont en anglais. Là, vous n'avez pas le choix, vous devez aller trouver la bonne catégorie en anglais. Alors, j'ai Wooden Houses, ça semble bien ça. Alors, je vois que j'ai des Wooden Buildings in et puis une ville. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas Wooden Buildings in Trondheim. Et j'ai bien ceci. Donc je vais supprimer l'autre catégorie. Alors, ajouter l'emplacement et d'autres informations. Je peux ajouter les informations sur la latitude, la longitude de la photo. Moi, personnellement, là, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait beaucoup de temps d'aller rechercher, mais vous pouvez aller sur Google Maps, aller chercher exactement les coordonnées géographiques, ou certains appareils photo enregistrent aussi les coordonnées géographiques, et donc elles seront ajoutées automatiquement. Autre information que vous souhaitez inclure à propos de ce travail, ça peut par exemple être le bandeau qui indique que l'œuvre que vous avez photographiée est couverte par la liberté de panorama. Vous pouvez l'ajouter ici directement. Vous avez ensuite copié les informations dans tous les téléversements suivants. Alors c'est pour ça que j'ai pris directement 2 photos, c'est pour vous montrer que si vous importez 5-10 photos et que ce sont des photos d'une même œuvre ou d'une même rue, ou en tout cas des descriptifs proches, vous pouvez copier les informations sur tous les téléversements, ce qui est plus pratique évidemment. Et quand vous cliquez sur copier les informations dans tous les téléversements suivants, on vous demande si vous voulez copier le titre avec une numérotation automatique. Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai noté que c'était 2 rues différentes. On peut copier la légende, on pourra ensuite la retravailler si c'est nécessaire, copier les descriptions, copier la date. Alors comme il indique la date automatiquement en prenant les données de l'appareil photo, je vous déconseille de copier la date. Et si vous avez scanné par exemple des photos, il n'aura pas cette date, donc là vous pourrez éventuellement le faire. Copier les catégories, copier la localisation, copier les autres informations. Alors j'ai pas mis de localisation, donc ça sert à rien, et j'ai pas mis d'autres informations. Par contre les catégories, je vais les modifier aussi, les copier aussi. Vous copiez. Alors, il m'indique que le nom du fichier que j'avais noté au départ, œuvre Backlandet, existe déjà. Donc je peux soit le remplacer le fichier, ce que je n'ai pas intérêt à faire, ou alors je vais changer le nom, tout simplement. Je vais ajouter que c'était en 2019. Il y a peu de chances que ce soit une autre photo de cette rue dans la même année. Je vérifie en même temps qu'il ne m'a pas mis de message pour l'autre. Il ne m'a pas mis de message. Voilà, la légende, eh ben, je vais laisser la même légende. Hein. C'est aussi une ruelle de Trondheim, c'est juste la rue, le prolongement de la même rue en fait. Je vais laisser en néerlandais aussi. Ici, il m'indique pour la description, alors ce n'est plus la même rue, donc je vais changer le Nedre en œuvre, qui est toujours une ruelle de Trondheim en Norvège, avec ses maisons de bois colorées, oui, mais par contre, il n'y a pas de café sur l'unité photo, donc je vais retirer et ces cafés. En anglais, même chose, je vais retirer les cafés.
et je vais changer le nom de la rue. La date, il me l'indiquait automatiquement. Catégorie, même chose, Backlandet, Wooden Buildings in Trondheim. Et si je veux, je peux aussi ajouter l'emplacement ou d'autres informations comme pour la photo précédente. Alors vous voyez qu'il indique une licence, c'est pour les contributions, c'est pour le descriptif. Le descriptif se fait toujours sous licence Creative Commons 0. Semble évident que c'est pas protégé par le droit d'auteur. Voilà, je publie ensuite les fichiers. Voilà, il m'indique la photo, il me met la légende, il me met le nom du fichier. Il me demande des éléments décrits dans ce fichier. Alors ça aussi, c'est assez nouveau. Ce sont des éléments de Wikidata. Alors Wikidata, c'est un des projets de Wikimedia Commons. C'est pas le plus facile. Vous pouvez ajouter certains... Voilà. Vous voyez par exemple qu'il y a un drapeau, vous pourriez ajouter qu'il dépeint un drapeau aussi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais le grand avantage ici, c'est d'aller décrire ce qui est sur la photo. Et l'avantage, c'est que c'est traduit à ce moment-là. Donc ici, je vais noter que ce sont des maisons en bois. Je vais regarder s'il y a maison en bois. Alors, il y a bien maison en bois. Et je vais ajouter aussi que c'est Trondheim. Alors, il me met Trondheim et ville norvégienne et Trondheim commune de Trøndelag en Norvège. Ça va être la même chose en fait. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur ces éléments qui ne sont pas encore tout à fait bien développés et intégrés dans ce projet. Peut-être que plus tard, ça prendra une autre dimension, mais pour l'instant, c'est assez peu et assez mal utilisé à mon avis. Je publie les données pour tous les fichiers. Et voilà, ils sont disponibles. Tout le monde peut les intégrer désormais à Wikipédia, aussi les télécharger si vous voulez les utiliser dans un livre, dans une revue. Vous pouvez les utiliser. J'ai donné l'autorisation. Et je vais aller vous montrer comment ça se présente ensuite, maintenant. Si vous cliquez directement sur le lien, voilà, il apparaît comme il apparaîtra pour vous. Donc, j'ai le fichier, j'ai la photo. Alors, vous voyez que vous avez en dessous de la photo, taille de cet aperçu, 800 x 535 pixels, autre résolution. Donc, vous pouvez directement la télécharger dans la résolution que vous souhaitez. On voit la légende. Il y a une langue supplémentaire, je vais regarder, je l'ai donc en français et néerlandais comme je l'avais dit. Description français-anglais. Vous voyez la date, vous voyez que c'est un travail personnel. Vous voyez l'auteur. Vous voyez ensuite la licence. Alors si je clique sur le lien ici, pour la licence, on va découvrir un résumé de la licence, ce qu'on est autorisé à faire. Donc vous êtes autorisé à partager, à adapter, selon les conditions suivantes, attribution, partage dans les mêmes conditions, pas de restriction complémentaire. Il y a
également la licence. Donc vous voyez, ceci est un résumé et non pas un substitut de la licence. Vous pouvez aller voir la licence complète si vous le souhaitez, qui est en anglais. Bon, personnellement, j'ai jamais lu en entier, mais si ça vous intéresse. Je retourne ici, donc il y a l'utilisation locale du fichier. Alors comme je viens d'ajouter le fichier, forcément, il n'y a aucun projet Wikimedia qui a utilisé le fichier, sinon ça apparaîtrait ici. Les métadonnées, là vous voyez que vous avez les métadonnées de l'appareil photo avec le détail du modèle de l'appareil photo, etc. Et puis vous avez les catégories. Je vous disais, c'est important parce que ça permet de retrouver exactement une photo. Je veux d'autres photos, backlanded, j'aurais voulu d'autres photos de backlanded. Je peux cliquer sur la catégorie. Alors, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. J'ai la catégorie backlanded et j'ai différentes sous-catégories. Peut-être qu'il y avait une catégorie qui était plus pertinente pour la photo. C'était une photo donc de nature backlanded et j'ai une catégorie nature backlanded, donc ça aurait été plus pertinent que je la place dans cette catégorie-ci, où vous avez d'autres photos de la rue, dont certaines ressemblent évidemment à ma propre photo. Celle-ci, par exemple, ressemble assez fort. Et on peut regarder à ce moment-là les catégories qui ont été données. Vous voyez que pour cette photo, l'utilisateur ou un autre a noté catégorie nature backlanded. Il a noté que c'était le mois d'août à 30 times. Je ne suis pas sûr que ce soit très très pertinent dans le sens où est-ce que vous voulez spécialement une photo du mois d'août à 30 times? C'est possible, mais bon, c'est quand même assez peu courant. Café en Norvège, des buildings en bois à Trondheim et 2006 à Trondheim. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois qu'il y a Wooden Buildings in Trondheim, ça j'avais noté, mais Café in Norway, je n'avais pas indiqué, et alors la catégorie plus précise. Je vais changer sur ma propre image. Alors, je peux soit l'ajouter, il y a un plus, ajouter une catégorie. Donc, on avait dit que c'était Nedre Backlanded, je l'ai ici. OK. Donc, du coup, je vais supprimer Backlanded, qui est le quartier. Bon, il recharge chaque fois la page. Et je vais ajouter les cafés, donc cafés in Norway. Norway, voilà. OK. Pour l'autre photo, je peux faire la même chose. Alors, comment est-ce que je retrouve mes propres photos? J'ai dans mon menu mes contributions, mais j'ai aussi mes imports. Donc, je retrouve cette photo-là. Et là, comme pour ma première photo, si je vais dans la catégorie Backlanded, j'avais bien œuvre Backlanded. J'ai ajouté cette catégorie-là. Alors, comme je ne sais pas comment on fait le haut barré, je vais le copier. J'ajoute donc œuvre Backlanded. Il me recharge la page. Je supprime Backlanded.
Et voilà, je n'ai pas... Vous voyez que j'ai été vers le particulier. Je n'ai pas noté que c'était la Norvège, puisque œuvre Backlandet se trouve dans la catégorie Backlandet, qui se trouve elle-même dans la catégorie Osbayern Trondheim, qui se trouve lui-même dans la catégorie Warts of Trondheim, qui se trouve dans une catégorie Trondheim, et qui devrait se retrouver logiquement, voilà, on a d'abord évidemment la province, etc. Donc tout ça pour vous montrer aussi que c'est une hiérarchie, c'est tout un système d'arborescence de catégories. On peut toujours remonter les catégories, mais on place la photo dans la catégorie la plus précise, bien entendu. Les catégories sont importantes. C'est selon moi la manière la plus efficace de retrouver une photo sur Wikimedia Commons. En retrouvant la bonne catégorie, vous retrouverez ainsi l'ensemble des photos qui ont trait au sujet de cette catégorie. C'est important parce que le moteur de recherche qui est présenté dans Wikimedia Commons n'est pas toujours très efficace, il faut bien le reconnaître. C'est pas très efficace à cause de l'outil lui-même, mais aussi parce qu'on se retrouve dans une base de données où les descriptifs sont faits dans différentes langues. Un mot peut signifier autre chose dans une autre langue. Parfois, on ne connaît pas non plus le terme dans la langue la plus adéquate. Comme toutes les descriptions ne sont pas traduites dans les différentes langues, ça pose évidemment des problèmes. Et je vais vous montrer par exemple, si je cherche comme ça au hasard, nous approchons de l'été, donc l'été, la plage, les jeux, les vacances, et vous souhaitez diffuser un message souhaitant un bel été à chacun. Et vous avez en tête d'illustrer ce message avec une photo de cerf-volant. Alors, vous cherchez un cerf-volant, photo de cerf-volant libre de droit. Voilà, je cherche dans le moteur de recherche. Et je trouve une très belle représentation d'un cerf-volant mâle et femelle. Alors c'est très joli, mais pour les vacances, c'est pas tellement ça qui était. C'était pas vraiment l'idée. Alors vous retournez en arrière, vous allez voir les autres photos. Vous avez d'autres photos de ces petites bêtes. Puis là, vous avez le cerf-volant tel que vous l'imaginez. Vous pouvez ouvrir l'image. Cette photo-là, elle vous plaît, mais bon, sans plus, vous allez voir ce qu'il y a d'autre comme image. Vous allez un peu plus bas. Vous avez la catégorie, vous avez Kites in France. Bon, vous regardez les différents cerfs-volants, vous dites, bon, c'est déjà ça, mais je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres, et vous voyez que vous avez la catégorie Kites by Country. C'est un petit peu étonnant de voir les cerfs-volants classés par pays, mais bon, pourquoi pas. Et là, vous dites, tiens, je vais aller voir les cerfs-volants australiens, et là, vous trouvez cette photo de cerf-volant. Vous dites, c'est ça que je veux, il est beau, je vais utiliser celui-là. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour éviter de tomber sur des insectes alors que vous cherchez un jeu de plage, c'est de passer par Wikipédia. Vous allez dans Wikipédia, si vous aviez cherché cerf-volant, vous auriez trouvé l'image classique de cerf-volant. Si jamais c'était les insectes que vous vouliez,
vous aviez de toute façon cerf-volant homonymie, et en principe, vous devriez retrouver le coléoptère, c'est ça, qui est ici. Alors c'est important aussi, parfois vous ne connaissez pas le nom d'origine. Par exemple, pour ceux qui ont déjà été à Budapest, il y a un très beau pont qui s'appelle le pont des Chênes. Alors moi j'ai retenu comme ça parce que je ne parviens pas à retenir le nom en hongrois. Alors, si je cherche le pont des Chênes, je retrouve sous son nom hongrois que voilà. Donc si vous avez envie de le retenir, hein, vous pouviez tout à fait copier-coller, évidemment, le chercher directement dans Wikimedia Commons. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller cliquer sur une des photos. Par exemple, celle-ci. C'est une très belle photo. Elle vous plaît, mais vous préfériez quand même avoir, plutôt qu'avoir le pont de nuit, vous préfériez l'avoir de jour. Vous pouvez aller cliquer sur plus de détails. Vous vous retrouvez dans Wikimedia Commons. Au passage, vous voyez d'ailleurs que la description est en anglais, en espagnol, en arabe, en hongrois et en polonais. Donc si vous aviez tapé Pont des Chênes dans Wikimedia Commons, vous ne l'auriez pas retrouvé. Vous descendez, vous voyez les catégories, vous voyez le Pont des Chênes de nuit comme catégorie, vous cliquez, vous retrouvez avec toutes les photos du Pont des Chênes de nuit. Mais c'est parce que vous vouliez avoir un pont, le pont de jour. Vous voyez que vous avez une catégorie à ce moment-là, Chain Bridge Budapest. Vous remarquerez d'ailleurs que les catégories ne sont pas toujours très cohérentes, puisqu'on a commencé la catégorie mer porte le nom en anglais, et puis vous avez le pont des Chênes de nuit avec son nom en hongrois. Ça arrive régulièrement quand on ne sait pas, dans les monuments, on ne sait pas toujours s'il faut noter le nom original ou le nom traduit en anglais. Alors je ne vous dis pas quand il y a plusieurs noms originaux comme en Belgique, c'est un peu compliqué. Alors si je vais donc voir la catégorie Chain Bridge Budapest, vous allez trouver les photos. Alors parfois le pont est vraiment, c'est à peine si on le voit. Dans celui-ci par exemple, vous voyez, on le voit, mais c'est surtout le tram qu'on voit. Vous choisissez votre photo, par exemple celle-ci. Si vous voulez utiliser la photo, vous devrez bien entendu respecter la licence. Pour respecter la licence, vous devez indiquer absolument le nom de l'auteur, la licence sous laquelle la photo a été publiée. Cette licence, vous la trouvez donc ici, vous pouvez la noter de manière abrégée. Vous pouvez donc indiquer que c'est Creative Commons BYSA 2.0. En principe, vous devez indiquer aussi un lien vers la licence, quand c'est possible toutefois. Alors quand je regarde l'image, j'ai une description. Alors contrairement à l'image précédente, la description ici est uniquement en français, mais elle est très très vague. Vous avez vue de Budapest. Alors si vous voulez contribuer à améliorer la base de données, vous pouvez très bien aller ajouter du détail à cette description. Vous modifiez, alors c'est en Wikicode, mais c'est pas très compliqué. Vous avez description, vous pouvez taper le texte que vous souhaitez ici. Alors plutôt que vue de Budapest, je vais indiquer que c'est le pont des Chênes enjambant le Danube à Budapest en Hongrie.
Je publie mes modifications. Vous avez remarqué, ce n'est pas ma photo, mais j'ai pu quand même modifier la description. Si maintenant un Hongrois passe par ici, il voit la photo, il peut très bien mettre une description en hongrois, ou un japonais, ou tout ce que vous voulez. Les descriptions peuvent être modifiées. D'ailleurs, c'est bien parce que parfois il y a des petites erreurs, et en préparant ce doc moment, j'ai constaté une petite erreur ici, sur cette photo. Alors sur cette photo, vous voyez une sculpture d'un cycliste devant un cours d'eau. Et on retrouve comme description Karajan Geburtshaus. Alors je traduis, c'est donc la maison natale de Karajan. Alors à moins que ce soit une des maisons qu'on voit au loin, il semble surtout que ce qu'on voit sur la photo, c'est une sculpture. Alors si je regarde un petit peu les catégories, je remarque que là il y a Radfahrer, Lotte Ranf. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, je vois que ce sont toutes des photos de cette sculpture. Donc ça doit être le titre, voilà, ça doit être le titre de l'œuvre. Je vais aller corriger sur la photo. Je modifie. C'est donc, je vais l'indiquer en français, c'est donc sculpture, Radfahrer, je vais mettre entre parenthèses cycliste, de Lotte Ranft, et on va vérifier dans quelle ville c'est. Donc vous voyez que c'est Public Art in the Historic Center of the City of Salzburg, donc à Salzbourg, en Autriche. Alors je ne vais pas l'écrire en allemand ou en néerlandais ou en anglais, d'autres le feront peut-être, mais je pourrais évidemment l'ajouter ici. Ça demande évidemment de connaître la façon de l'écrire pour un descriptif en Wikicode. Et je publie. Et j'ai déjà une description un petit peu meilleure. Ça permettra à celui qui cherche un cycliste à Salzbourg de peut-être retrouver cette photo, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout, si vous cherchez la maison natale d'Herbert von Karajan, vous ne tromperez peut-être pas sur cette photo qui n'a rien à voir visiblement. Je voulais vous parler également des œuvres dérivées. La licence permet de modifier la photo et ensuite de la republier. Dans les projets Wikimedia, c'est une technique courante est de recadrer certaines photos pour obtenir une photo plus utile. Je m'explique. Prenez ici la liste des héritiers du trône de Belgique. C'est une ancienne version que je vous montre. Il y avait une liste avec les photos de chaque héritier au trône. Ces photos, ou ces tableaux, pour les plus anciens, les représentaient généralement jeunes. Vous prenez ici Léopold II. Vous voyez bien que cette photo n'est pas cette peinture plutôt ne représente pas Léopold II tel qu'on a l'habitude de le voir avec sa longue barbe blanche. Par contre, pour Albert II, la photo me semblait plutôt récente, ou en tout cas après son accession au trône. Donc j'ai voulu chercher une photo où il était encore clairement prince de Liège et pas encore roi. Je me suis rendu donc sur la catégorie
Albert II of Belgium sur Wikimedia Commons, où il y a un certain nombre de photos du roi Albert ou du prince Albert, souvent accompagnés, parfois même dans des groupes, ou parfois on le cherche un petit peu, voilà. Je voulais évidemment une photo où on puisse extraire son visage. J'ai donc trouvé cette photo où il est accompagné, mais on peut recouper la photo. J'ai donc téléchargé la photo, j'ai recoupé l'image pour donner ceci, et je l'ai téléchargé, téléversé sur Wikimedia Commons, comme vous pouvez le voir, et j'ai indiqué que la source, cette image, a été extraite d'un autre fichier avec le fichier original. Pour finir, je voulais attirer votre attention sur un problème que vous pourriez rencontrer si vous décidez de participer à Wikimedia Commons en téléchargeant des œuvres dont vous n'êtes pas forcément l'unique auteur. C'est le cas par exemple si vous reproduisez des documents, des œuvres de la collection de votre bibliothèque dont vous ne seriez pas l'auteur. C'est le cas ici aussi. Quelqu'un a téléchargé une photo d'une pièce française, mais il n'est pas l'auteur évidemment de la pièce. Il a indiqué que c'était un travail personnel, mais c'est la photo qui est son travail personnel et pas la pièce. Il l'a téléchargée en 2014. Elle est toujours dans Wikimedia Commons et pourtant il n'y a aucune loi à ma connaissance en France qui autorise de reproduire une image d'une pièce de monnaie. Contrairement aux États-Unis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Cette pièce, elle peut tout à fait, je peux maintenant la proposer à la suppression. Vous voyez, il y a proposé à la suppression. Alors, je ne vais pas le faire parce que personnellement, j'estime que les pièces de monnaie devraient être dans le domaine public. Mais je pourrais proposer l'image à la suppression sans devoir argumenter énormément puisqu'il n'y a aucune loi qui le permet et que ça se sait dans la communauté de Wikimedia Commons. Alors, je dis ça se sait parce que j'ai essayé il y a quelques années, j'avais obtenu l'autorisation de la monnaie royale de Belgique de télécharger sur Wikimedia Commons l'ensemble des photos qu'il m'avait fournies de toutes les pièces belges depuis l'indépendance. Donc c'était une opportunité énorme de pouvoir mettre à disposition les photos de l'ensemble des pièces et des photos en plus de qualité. Le problème, c'est que j'ai obtenu un accord d'abord oral, donc je me suis un peu précipité. J'ai téléchargé les pièces, j'ai mis des légendes en français, en néerlandais, en anglais. Ça m'a pris évidemment pas mal de temps et puis j'ai reçu un message comme quoi ces fichiers risquaient d'être supprimés car je n'avais pas montré que j'avais l'autorisation des ayants droit. J'ai donc demandé l'autorisation écrite de la monnaie royale de Belgique, de la personne que j'avais comme contact là-bas, mais ça n'a pas suffi. Et donc vous voyez, j'ai reçu toute une série de messages me disant que tel et tel fichier serait supprimé. Alors j'ai fini par obtenir gain de cause pour les pièces les plus anciennes, puisque les graveurs étaient morts depuis plus de 70 ans, mais j'ai dû vérifier chaque graveur si on pouvait effectivement reproduire leur œuvre, mais pour toutes les pièces récentes, elles n'ont pas pu être maintenues dans Wikimedia Commons, ce qui est évidemment très frustrant. Mais évidemment, je comprends aussi le point de vue, mais nous n'avons pas des experts en droit d'auteur sur Wikimedia Commons. C'est que certaines pièces, vous voyez, il y avait des pièces
avec Tintin, des pièces avec Spirou, et certains estimaient qu'il aurait fallu évidemment demander l'autorisation aussi aux ayants droit de Spirou et de Tintin, ce qui devenait un peu compliqué. Donc avant de vous lancer dans des dizaines de téléchargements, assurez-vous vraiment que vous avez les droits. Parfois, il y a des procédures qui sont prévues par mail pour pouvoir prouver que vous avez bien les droits. Je ne vais pas aller dans le détail. Vous le voyez dans certains, voyez, copie de permission écrite à OTRS, qui permet effectivement d'avoir un document qui indique bien que l'auteur a donné les droits. Voilà, on va terminer là. Merci pour votre attention. Ce n'est pas parce qu'on est en mode virtuel que vous n'avez pas de questions. Alors vous pouvez les poser, bien entendu, mais ça se fera via YouTube. Je vais vous demander de les écrire sur YouTube et non pas sur les réseaux sociaux, de façon à les rassembler et que chacun puisse en profiter des questions des uns et des autres. Si vous avez encore 5 petites minutes, on va terminer ce doc moment par un diaporama, une soixantaine de photos parmi les photos finalistes des concours Images de l'année qu'organise Wikimedia Commons chaque année. Vous voyez, il y a un certain nombre d'images qui sont vraiment fantastiques, et donc je trouvais bien de pouvoir terminer comme cela. Merci encore pour votre attention. Je rappelle donc pour la BD-BVD que nous essaierons de réorganiser des documents, l'inforum, etc., des événements avec public, dans une salle, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique, dès le mois de septembre, si la situation sanitaire continue, bien entendu, à s'améliorer. Voilà, merci encore pour votre attention, merci pour votre fidélité et à bientôt.